J'étais nerveux. Karen, ma femme depuis 11 ans, m'avait demandé de la retrouver au Tumbleweed à 15 heures. Je savais que le bar serait presque vide à cette heure-là et que ce qu'elle avait à me dire ne serait pas pour faire la fête. Je ne savais pas à quel point j'avais raison. Le Tumbleweed, c'était là que nous nous étions rencontrés pour la première fois, il y a 13 ans. J'avais un mauvais pressentiment. Je soupçonnais qu'elle me trompait avec un collègue et je craignais que cette rencontre ne le confirme. Il y avait eu des signes, des soirées tardives au bureau où elle travaillait comme secrétaire pour son patron, des rapports sexuels désintéressés, du moins avec moi, de nouveaux vêtements provoquants dans son placard qu'elle ne portait jamais en ma présence, et une baisse notable de la communication. Nous parlions à peine, même pendant les repas, et au cours des derniers mois, elle était de moins en moins souvent à la maison pour ceci. La plupart des soirs, il n'y avait que moi et les enfants, Max, 9 ans, et Megan, 10 ans, tandis qu'elle rentrait tard avec des excuses bancales et peut-être un dessert du marché pour les enfants. Son mépris envers moi était douloureux, mais sa négligence envers les enfants m'exaspérait vraiment. Il n'y avait que quelques voitures sur le parking quand je suis arrivé au Tumbleweed. J'avais décidé de rester calme, si elle devait confirmer mes soupçons, je la laisserais prendre l'initiative. 2 nuits plus tôt, j'avais partiellement surpris une conversation, oui, d'accord, je suis d'accord. Mardi. Oui, je l'y emmènerai. Eh bien, c'était mardi, 15 heures, et elle m'avait bel et bien emmené ici. Je suis resté assis dans la voiture un instant, réfléchissant, et si elle était avec lui? Que devrais-je faire? Le conseil de mon père m'est venu à l'esprit, une sagesse qu'il m'avait transmise des années auparavant et qui m'avait bien servi en affaires, ne fais rien, fiston, à moins que tu saches quoi faire. Ne dis rien. Laisse ton adversaire deviner. Moins tu en dis, plus ils s'inquiéteront. S'ils ne s'inquiètent pas, alors ils sont vulnérables et tu pourras passer à l'action au moment que tu auras choisi. Rappelle-toi, si tu ouvres la bouche, ils sauront exactement ce que tu penses, même si tu ne t'en rends pas compte toi-même. Contente-toi de te taire et de partir. Gère les choses plus tard, une fois que tu auras tous les faits et un plan établi. J'ai souri. Mon Dieu, comme j'avais aimé cet homme. Je savais qu'il veillait sur moi à ce moment-là. J'ai adressé une prière silencieuse de remerciement pour ses conseils. À l'intérieur, je l'ai vu assise au bar avec un homme que je ne reconnaissais pas. Ce n'était pas une grande surprise, ma société, Steinbeck Incorporated, que j'avais fondée il y a 10 ans, absorbait la majeure partie de mon temps pendant la journée, me laissant peu d'occasion de connaître les gens de son lieu de travail. J'étais ingénieur électricien et mon entreprise concevait des câblages et des schémas électriques pour une douzaine d'entreprises de construction. Je me suis approché d'eux. Elle a senti ma présence et s'est retournée. « Bonjour, Marc », a-t-elle dit. Pas « bonjour, mon chéri », pas même un bisou sur la joue, juste « bonjour, Marc ». « Salut, ma chérie », ai-je dit d'un ton appuyé. « Qu'est-ce qui se passe ?» L'homme s'est tourné vers moi. « Monsieur Steinbeck, ou préférez-vous que je vous appelle Marc? Nous vous avons fait venir ici aujourd'hui pour vous faire savoir que votre femme et moi avons des relations sexuelles depuis un certain temps. » Elle a clairement fait savoir qu'elle en avait marre de se cacher et de trouver des excuses, alors je l'ai convaincue de vous le dire simplement. Comme je l'avais dit, j'étais à moitié préparé à cela, et l'enregistreur dans la poche de ma veste me donnait un avantage. J'espérais qu'il capturait tout. J'ai attendu. Je n'ai rien dit. Après tout, papa veillait, et je ne voulais pas qu'il soit déçu de moi pour avoir fait quelque chose de stupide. Marc, a dit Karen, attendant ma réponse. Je suis resté silencieux. Elle a dû supposer que j'étais sous le choc, car elle a continué à parler, Marc, cela a été si difficile de te le cacher. Je ne veux pas que tu te sentes blessé. Je n'ai aucune intention de te quitter. C'est juste, eh bien, le sexe avec Jason ici est trop bon pour que j'y renonce. J'espère que tu peux comprendre. Je ne peux plus te le cacher, tu mérites de savoir. Je ne savais pas si elle réalisait à quel point son raisonnement paraissait ridicule. Karen n'avait pas terminé ses études supérieures, pour des raisons évidentes, mais je ne l'avais jamais considérée comme stupide jusqu'à ce moment. Quant au soi-disant génie pour lequel elle me troquait, eh bien, il n'y avait pas grand-chose à dire. Je me suis dirigé vers le fond du bar où le barman, qui s'efforçait de ne pas entendre ce qu'il ne pouvait s'empêcher d'entendre, attendait. J'ai commandé une bière pression. Il me l'a apportée et je l'ai bu lentement, sans rien dire. Tous deux me regardaient. Je pouvais voir la confusion sur leur visage.
J'ai fini ma bière et je suis parti. En sortant, je pouvais sentir leurs yeux me suivre. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais bien. J'avais l'impression d'avoir le dessus. Peut-être n'était-ce que mon imagination, mais peu importait, c'était ce que je ressentais. Je suis rentré directement à la maison. Les enfants m'attendaient. Je les ai embrassés et j'ai ri en leur disant que ça allait être un super week-end pour eux. Ils ont applaudi et nous sommes sortis manger une glace. Pendant le trajet, j'ai partagé mon plan, que j'avais soigneusement élaboré plus tôt dans la journée. Ils passeraient le week-end avec leur tante Suzanne et leur oncle Dak. Max et Megan adoraient ma sœur et son mari, et Sue et Dak, incapables d'avoir des enfants, avaient pratiquement adopté mes enfants comme leur personne préférée au monde. Je savais que Sue et Dak avaient prévu un voyage de camping pour le week-end, et maintenant les enfants les rejoindraient. Cet arrangement me donnait le temps dont j'avais besoin pour gérer ce qui devait être fait. « Tout va bien, Marc ?» a demandé Dak en déposant les enfants. L'homme avait un don étrange pour percevoir les indices subtils. « Honnêtement, non, ai-je admis. Je divorce de Karen. Les enfants ne le savent pas encore, alors j'ai pensé. » Il m'a coupé. « J'ai remarqué certaines choses », a-t-il dit d'un air sombre. « Sue aussi. Karen m'a fait des avances le Noël dernier. Je l'ai repoussée et elle a essayé de s'en tirer par une blague, mais ça n'a pas marché avec moi. Sue a insisté pour que je ne te le dise pas, désolé pour ça, je ne savais pas. C'est bon, ai-je répondu en soupirant. Je suis juste reconnaissant que vous soyez là tous les deux pour vous occuper des enfants pendant quelques jours. J'ai besoin de temps pour organiser mes affaires. Écoute, Marc, si tu as besoin de quoi que ce soit, a proposé Dak. Merci, mais je pense que ça va aller. Ce sera salissant, mais j'ai des preuves, et cet état n'est pas un état de divorce sans faute. Les coincés ne devraient pas être un problème. De là, je me suis dirigé directement chez Henry. Henry Morgan était l'avocat de confiance de mon entreprise, un homme dont l'expertise juridique était inégalée à tous égards. Henry approchait les 120 ans, mais il était aussi affûté qu'une lame de rasoir et connaissait tous les juges et avocats importants de l'État. J'ai compris que Karen avait dû avouer sa liaison dans une tentative mal avisée de court-circuiter toute action en justice que je pourrais entreprendre si je le découvrais par moi-même. Son raisonnement était profondément erroné, mais plus j'y pensais, plus cela avait du sens. Elle avait peur, et elle avait de bonnes raisons de l'être. Je suis arrivé chez Henry sans prévenir, le prenant au dépourvu. Je lui ai remis l'enregistrement que j'avais fait et lui ai donné le nom du barman, un témoin de la confrontation bizarre avec Karen et son amant plus tôt dans la journée. D'accord, je leur ferai signifier les papiers à tous les deux lundi, a dit Henry après avoir examiné les preuves. Rentres-tu chez toi ce soir, a-t-il demandé. Oui, mais je ne veux pas la prévenir trop tôt. Je prévois de la mettre dehors dès que tu me diras qu'ils ont été signifiés. Malcolm interrogera le témoin demain et lui fera signer une déclaration sous serment, même si c'est dimanche, m'a assuré Henry. La vitesse l'emporte dans ces situations, frappe-les fort, frappe-les vite, et laisse-les confus et désorientés. Ça a toujours été mon approche. J'ai hoché la tête. J'aimais la façon de penser de cet homme. Merci, Henry, ai-je dit sincèrement. J'apprécie tout. Marc, a-t-il dit en marquant une pause, je suis désolé pour ton mariage, surtout pour Max et Megan. Si tu as besoin d'autre chose, fais-le-moi savoir. Je le ferai. Merci encore, ai-je dit, me sentant plus confiant que je ne l'avais été depuis des semaines. J'avais un ex-rangé de l'armée et un avocat impitoyable dans mon camp. Tout ce que j'avais à faire maintenant était de me reposer et de laisser les choses se dérouler. En rentrant chez moi, j'anticipais déjà la fin de ce chapitre misérable. Mais en tournant dans ma rue, j'ai été choqué de voir une voiture étrange dans l'allée. Ça devait être celle de Jason. Il commençait à faire sombre, et je me suis demandé si j'aurais la chance de prendre une photo ou deux des tourtereaux. Me garant quelques maisons plus loin, je me suis approché de ma maison avec prudence. En m'approchant de l'allée, j'ai vu Rex, mon voisin d'un accent grave côté, sortir ses poubelles. Rex était flic, et je n'aurais pas pu être plus heureux de le voir. Je me suis dirigé vers la voiture, notant la plaque d'immatriculation, et j'ai fait un signe de tête à Rex. Il m'a salué en retour, ayant clairement remarqué le véhicule inconnu. Encore un témoin. Cela est. Passait mieux que je n'aurais pu l'imaginer. Après que Rex soit rentré, je me suis dirigé vers l'arrière-cour. La maison était calme et sombre,
mais à travers les portes coulissantes en verre à l'arrière, je pouvais voir Karen et Jason dans le salon. Je m'approchai de la maison avec prudence, téléphone en main. À travers la porte vitrée coulissante, je pouvais voir Karen et Jason sur le canapé, elle était à genoux et il était derrière elle. J'ai discrètement pris une dizaine de photos, m'assurant qu'elles étaient suffisamment claires pour capturer exactement ce qui se passait. Satisfait, je rangeai mon téléphone et fis connaître ma présence, ouvrant délibérément la porte coulissante avec suffisamment de bruit pour attirer leur attention. Ils se tournèrent tous les deux pour me regarder, puis continuèrent ce qu'ils faisaient comme si je n'existais pas dégoûté. Je montai à l'étage, l'esprit en ébullition. Je m'assis sur le bord du lit, essayant de digérer ce que je venais de voir. Environ 15 minutes plus tard, j'entendis la porte d'entrée s'ouvrir et se refermer, suivi du son indubitable du moteur de la voiture de Jason qui s'animait alors qu'il s'éloignait. J'attendis quelques minutes de plus avant de descendre à la cuisine. Je me versai une tasse de café, me préparant à l'inévitable confrontation. En passant devant la salle de bain, j'entendis la douche couler. Elle se nettoyait, pensai-je amèrement. Ça allait être intéressant. 10 minutes plus tard, Karen me rejoignit dans la cuisine, l'air fraîchement douché et étonnamment calme. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle doucement, sa voix douce comme si elle s'inquiétait vraiment. Je ne répondis pas. Je me contentai de siroter mon café et j'attendis qu'elle dise quelque chose d'important. Pas une seule fois elle ne demanda des nouvelles des enfants. Ce n'était pas la femme que j'avais épousée il y a plus d'une décennie. « Marc, il faut qu'on parle, » dit-elle, rompant enfin le silence. « Les enfants sont chez ma sœur, je pensais que tu aimerais le savoir. » Je hochai légèrement la tête, mon expression illisible. « Oh oui, j'ai remarqué qu'il n'était pas là quand je suis rentré, » dis-je en gardant un ton calme. Elle parut troublée. « Marc, ça va ? Je voulais juste. Je voulais être direct et honnête avec toi, » commença-t-elle en cherchant ses mots. Je n'aimais plus me cacher. Tu es un homme bien et tu mérites mieux. Je haussai un sourcil, attendant. Ça allait empirer avant de s'améliorer. C'est juste du sexe, Marc. Seulement du sexe. Je ne te refuserai rien quand nous serons ensemble, et Jason le sait, ça lui va très bien. Ces mots étaient absurdes, presque risibles. Un homme bien, hein, dis-je, incapable de retenir un léger sourire en coin. Alors je peux avoir des relations sexuelles avec ma femme légitime et Jason est d'accord avec ça? Bon sang, c'est très prévenant de sa part. Elle soupira, visiblement irritée. Pas besoin d'être sarcastique, Marc. L'honnêteté est toujours la meilleure des politiques, tu sais. Je ne pus m'empêcher de sourire à l'ironie. Apparemment, rompre tes vœux de mariage ne relève pas de cette politique, dis-je. Sa frustration déborda. Marc, bon sang, dis quelque chose, exigea-t-elle. Qu'est-ce que tu veux que je dise, demandai-je calmement. Si je te disais de l'appeler et de lui dire que c'est fini, le ferais-tu? Son silence me dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Eh bien, alors il n'y a rien à dire. Tu as raison, je mérite mieux, dis-je d'une voix égale et ferme. Elle parut choquée mais ne protesta pas, tu n'es pas un mauvais homme, Marc. Tu es mon mari et un bon père, et je t'aime. Garde ça pour toi, Karen, répondis-je froidement. Je sors. Ne m'attends pas, je devais partir, être près d'elle était insupportable. Elle était morte à mes yeux. Lundi ne pouvait pas arriver assez tôt. Je refis mes pas de plus tôt dans la journée, retournant au Tumbleweed. Le même barman était de service et je me glissai sur un tabouret au bout du bar. L'endroit était bondé, surtout pour un mardi soir. Soirée des dames, dit le barman quand je l'interrogeai sur la foule. Les loups sont de sortie, ajouta-t-il en hochant la tête vers le coin lointain. Dans la faible lumière, je le vis, Jason. Il était en train d'embrasser passionnément une femme qui n'était certainement pas Karen. Alors, le tricheur trompait l'autre tricheuse? Pourquoi n'étais-je pas surpris? Ou peut-être Karen le savait-elle? Peut-être cela faisait-il partie de leur arrangement? De toute façon, ça n'avait aucune importance. Le barman me remarqua en train de regarder. Besoin d'un témoin, demanda-t-il. Peut-être, répondis-je avec un faible sourire. Ma femme m'a fait le même coup il y a quelques années, dit-il. Je n'avais personne pour me soutenir, alors je me suis fait avoir au tribunal. J'ai à peine réussi à garder cet endroit. Nous avons discuté par intermittence pendant les 4 heures suivantes.
Il semblait être un type bien et je pris note de parler à Henry de l'aider s'il acceptait de témoigner. Jason ne m'a jamais remarqué. J'ai réussi à prendre quelques bonnes photos de lui avec sa nouvelle amie. Si Karen pensait qu'elle était la seule pour lui, celle-ci serait intéressante à partager. Après lundi, bien sûr. Je suis rentré vers 4 heures du matin. Josh, le barman, et moi avions partagé plusieurs tasses de café après la fermeture. Il habitait au-dessus du bar et n'avait nulle part où aller, alors nous nous sommes tenus compagnie. Je l'aimais bien, c'était un sacré bon barman, et cela comptait. Malgré ma colère contre Karen, je voulais dormir dans mon propre lit. Il y a quelque chose de réconfortant, de familier dans le lit d'un homme. Peut-être le savait-elle, c'est pourquoi elle avait eu des relations sexuelles dans le salon plutôt qu'à l'étage. Je me glissai au lit à côté d'elle. Elle était éveillée. Je sentis sa main se tendre vers moi, mais je la repoussai et me retournai. Aucun de nous ne dit un mot. Le silence était assourdissant. La lumière du soleil filtrant à travers les rideaux de la fenêtre me réveilla. Il était presque 8 heures et je sentais l'odeur du bacon qui cuisait dans la cuisine. Je me levai, pris une douche, m'habillai et descendis. Karen était de bonne humeur. Je suppose qu'elle pensait que tout allait bien, ou du moins que notre mariage n'était pas sur le point de s'effondrer. « Salut, t'es endormi ?» me salua-t-elle. « Bonjour », répondis-je. L'odeur du bacon était tentante. J'avais faim, et même si aujourd'hui était peut-être le dernier jour complet de notre mariage, je n'allais pas bouder. Demain, tout s'écroulerait, mais aujourd'hui serait une bonne journée. J'étais déterminé. « Je serai là toute la journée pour toi », dit-elle comme si c'était une sorte de faveur spéciale. Puis elle ajouta, « Oh, et si tu es sage, tu pourrais avoir beaucoup de chance. » Elle ricana même. Je ne savais pas si je devais rire ou me sentir mal. Comment ma femme infidèle pouvait-elle croire que j'accepterais volontiers ce qu'elle essayait de me vendre? Je lui renvoyai un petit rire forcé, même si mon estomac se tordait. « Je dois emmener ma voiture au garage plus tard ce matin, dis-je nonchalamment. Je dois faire remplacer les freins. » Oh, répondit-elle, l'air légèrement déçu. Je pensais qu'on pourrait. Je ne la laissai pas finir. Peut-être plus tard, murmurai-je, ayant besoin de l'éviter pour le reste de la journée si possible. Je ne voulais certainement pas coucher avec elle, mais si la garder déséquilibrée exigeait que je joue le jeu, je pouvais le supporter pour l'instant. Avant de partir pour le garage, ce qui, incidemment, n'était pas un mensonge, je cachai mon petit enregistreur activé par la voix près du téléphone de la cuisine. Si elle l'appelait, c'est ce téléphone qu'elle utiliserait. J'avais raison. Mon Dieu, comme j'aime l'intrigue. 3 heures plus tard, j'étais de retour. Pendant qu'elle était dehors en train de sortir les poubelles, je récupérai l'enregistreur et me dirigeai vers mon bureau pour écouter. Ce que j'entendis fut douloureux. L'entendre dire qu'elle l'aimait piqua plus que je ne l'avais imaginé. Ça faisait profondément mal, surtout parce que je savais qu'il ne se souciait pas d'elle. Et quand je pensais aux photos que j'avais prises de lui et de sa poulette, la nuit précédente, je ressentis presque de la pitié pour elle. Presque. « Salut, c'est moi », dit sa voix sur l'enregistrement. « Oui, il est sorti faire quelque chose avec la voiture. »« Je ne sais pas, Jason, il pourrait ne pas vouloir. » Son ton s'adoucit. « Oui, j'essaierai. » Il m'aime tellement? Peut-être une pause, mais d'accord, je comprends. Je ne veux juste pas le perdre. Je ne sais pas, peut-être qu'on est allé trop loin en lui mettant ça sous le nez comme ça. Je sais, mais d'accord, salut. Je t'aime aussi. Je me calai dans mon fauteuil, stupéfait. J'avais épousé une idiote. Il était embarrassant de penser comment quelqu'un d'aussi stupide pouvait être tenu responsable de ses actes. Mais non, la blessure était trop profonde et son audace si flagrante rendait toute réconciliation impossible. Et puis, il y avait les enfants, Max et Megan. Elle ne se souciait clairement pas d'eux. C'était impardonnable. Le lendemain matin, j'étais sorti de la maison avant qu'elle ne se réveille. C'était lundi, le début de la fin. Au bureau, je fis savoir à ma secrétaire, Beth, que je serais absent pour le reste de la journée. Être le patron avait ses avantages. Mon premier arrêt fut le bureau d'Henry. Il avait des nouvelles. Malcolm, son détective privé à temps partiel, avait déterré des informations compromettantes sur Roméo. Jason était marié, avec pas moins de 6 enfants.
Sa femme, apparemment celle qui avait l'argent dans la famille, avait 10 ans de plus que lui et n'avait aucune idée de ses infidélités. Je dis à Henri de le frapper fort. Je lui remis aussi le dernier enregistrement et les photos que j'avais prises. Henri sourit. Oh, et Henri, ai-je ajouté, j'aurai peut-être un travail spécial pour toi et Malcolm une fois que les choses se seront calmées. Suédac emmènerait les enfants à l'école, donc je n'avais pas à m'en soucier pour l'instant, mais l'idée de devoir leur expliquer tout cela plus tard dans la journée me terrifiait. Pourtant, il fallait le faire. Henri avait arrangé que Karen et Jason soient tous deux signifiés à leur lieu de travail. Les ordonnances restrictives étaient prêtes. Aucun d'eux ne serait autorisé à revenir chez moi. Les documents devaient être livrés juste avant le déjeuner, et j'ai demandé à Henri de s'assurer que cela soit fait aussi bruyamment et publiquement que possible. Je voulais qu'il souffre. Je lui ai aussi demandé de partager toutes les preuves que nous avions avec la femme de Jason. Ce qu'elle choisirait d'en faire lui appartenait. En milieu de matinée, j'ai décidé d'assister au spectacle moi-même. Je me suis posté dans le couloir près du bureau de Karen. Lorsque l'huissier est arrivé, il est passé juste devant moi sans savoir qui j'étais et est entré dans le bureau de son patron. « Excusez-moi, êtes-vous Madame Karen Steinbeck » demanda l'huissier. « Oui, c'est moi » répondit-elle en souriant. J'ai regardé depuis l'embrasure de la porte tandis qu'il lui tendait une enveloppe en papier craft. « Vous êtes signifié » dit-il d'un ton neutre. Son visage s'assombrit tandis qu'elle prenait l'enveloppe et l'ouvrait. Elle haleta, son expression se décomposant, puis commença à pleurer à chaudes larmes. En sanglotant, elle tomba dans sa chaise. À ce moment-là, son patron sortit, vit la scène et se précipita pour la consoler. Plus visiblement ébranlée, elle me vit et ses yeux s'écarquillèrent. « Marc, pourquoi » commença-t-elle, mais je ne pus m'empêcher de l'interrompre. « Encore désolé, papa, pensai-je en silence, comme tu l'as dit, je mérite mieux. » Sans un mot de plus, je me suis retourné et je suis parti. Je n'étais pas présent lorsque cela s'est produit, mais j'ai appris plus tard que Jason avait été signifié de manière similaire. Apparemment, il s'est évanoui lorsque la réalisation de ce qu'était devenu sa vie s'est imposée à lui. Il a finalement tout perdu, sa femme, ses enfants, sa maison et son emploi. Je m'étais trompé sur une chose, Karen n'était pas la plus grande idiote du monde, elle n'était que la deuxième. Quelques jours plus tard, j'étais assis dans le bureau d'Henri et je sirotais la boisson chaude qu'il m'avait offerte. « Alors, penses-tu pouvoir l'aider, vu le temps écoulé depuis les faits » ai-je demandé. « Oui, je pense que oui » répondit Henri avec assurance. Cette dame a beaucoup de cadavres dans son placard, et elle est plus que disposée à revoir les conditions de leur divorce pour les garder secrètes. Nous pourrions probablement faire annuler la pension alimentaire, si c'est ce que tu veux dire. Tu peux le faire, Henri, ai-je demandé avec un sourire narquois. Marc, tu ne sais toujours pas que je peux tout faire ? Il rit. Je suis corrigé, dis-je en me joignant à son rire. Plus tard ce jour-là, j'étais assis au bar du Tumbleweed, bavardant avec mon nouvel ami Gus. Si ce que tu dis est vrai, tu n'auras plus jamais à payer une note ici, dit Gus avec un sourire. Je ne peux pas te dire à quel point j'apprécie, surtout qu'elle m'avait tellement humilié à l'époque. Content d'avoir pu aider, dis-je nonchalamment. Karen n'a rien obtenu de notre mariage. Mais miracle des miracles, elle n'a pas été renvoyée. Elle travaillait avec son patron depuis si longtemps qu'il a laissé passer son indiscrétion pour cette seule fois. Quant à Jason, son histoire s'est terminée comme je l'avais déjà entendu, il a tout perdu. J'ai rencontré Karen le lendemain du grand événement. J'avais quelque chose à lui donner. Je savais que je risquais de devoir l'écouter supplier et implorer, mais cela valait le risque. Marc, n'y a-t-il pas un moyen ? Je veux dire, les enfants. Commença-t-elle. Je m'attendais à ce qu'elle joue cette carte. Je l'ai immédiatement coupé court. Tu n'as montré aucun intérêt pour les enfants depuis des mois, Karen. Ce petit ami à toi a eu toute ton attention. Marc, c'est un homme bon, il te ressemble tellement à bien des égards, plaida-t-elle. Je pense que c'est pour ça que je suis tombée amoureuse de lui au départ. Il m'aime aussi. C'est pourquoi nous avons tant essayé de te faire comprendre, c'est pour toi que nous avons mis nos cœurs et nos âmes à nu. Et maintenant, tu as jugé bon de nous détruire, nous tous, même les enfants. Comment as-tu pu ? Les larmes recommencèrent. Cette fois, ces tentatives de rejeter la faute sur moi ne firent que m'irriter davantage. Marc, il n'est pas trop tard, dit-elle désespérément.
Il y a encore quelque chose entre nous si tu le veux. Je sais que je peux faire comprendre. NDRE à Jason que tu as aussi des besoins. Tu seras toujours mon numéro 1, tu es le père de mes enfants, comment pourrait-il en être autrement? Jason étant dehors de nous, il ne fait pas partie de nous. Je te rendrai très heureux si tu me donnes seulement une chance. J'étais presque sans voix. C'était au-delà de la bêtise, stupide, même débile. Elle croyait réellement aux absurdités qu'elle débitait. Elle avait besoin d'aide, mais quelqu'un d'autre devrait la lui apporter. Pour moi, elle appartenait au passé. Karen, je suis venu te voir aujourd'hui pour 2 raisons. Premièrement, je vais te permettre des visites illimitées avec les enfants, mais jamais avec tes amants. Deuxièmement, je vais te donner de l'argent pour t'installer dans un nouvel appartement de départ, mais à partir de là, tu devras te débrouiller seul. Ses yeux s'écarquillèrent, mais je continuai. La condition à cette générosité de ma part est que tu ne contestes en aucune façon le divorce. Si tu le fais, je m'en prendrai à toi avec tout ce que j'ai. Et Karen, tu n'as aucune idée de ce dont je suis capable. Suis-je clair jusqu'ici? Elle me fixa, espérant clairement contre toute attente que je la reprendrais et que j'accepterais qu'elle continue sa liaison. Mais je n'avais pas encore fini. Deuxièmement, dis-je en poussant un dossier en papier craft vers elle. S'il te plaît, vérifie les dates au bas des photographies. C'étaient les photos que j'avais prises samedi soir de Jason et de sa petite amie. Elle les sortit et regarda sous le choc. Mais, ce sont de samedi soir dernier, murmura-t-elle. Tu n'étais pas son véritable amour, tu ne l'as jamais été. C'est un coureur de jupons, dis-je froidement. Bonne continuation. Je posai un billet de 20 sur la table pour la serveuse et partis. En sortant, je l'entendis verser les larmes du désespoir. Eh bien, monsieur Moore, vous êtes en pleine forme. Votre taux de cholestérol est de 127 et même votre rapport bon au mauvais est excellent. Vos poumons sont clairs, votre PSA est là où il doit être, et il est noté ici que vous avez perdu 2,3 kg depuis notre dernière rencontre, dit le médecin en souriant. En d'autres termes, quoi que vous fassiez, continuez ainsi. Si tous mes patients étaient aussi en bonne santé que vous, je serais au chômage, ajouta-t-il avec un petit rire. Alors, Doc, il n'y a rien qui ne va pas chez moi, ai-je demandé. Steve, y a-t-il quelque chose en particulier qui vous inquiète, demanda-t-il en feuilletant à nouveau mon dossier. Juste les analyses de sang, ai-je répondu. Il regarda à nouveau les résultats. Rien, absolument rien, dit-il en refermant le dossier. Je vous revois l'année prochaine. Mon infirmière a pris rendez-vous pour moi en sortant, et j'ai ressenti un énorme soulagement. Au moins, je n'aurais pas à m'inquiéter d'attraper le VIH ou une IST de ma femme ou de quiconque avec qui elle aurait eu des relations. Je me suis assis dans ma voiture, fixant la route devant moi. C'était une chose de moins à l'esprit. Mais maintenant, j'avais un problème plus important, identifier les suspects. Vous voyez, je venais de découvrir que ma chère femme bête me trompait, après 9 ans de ce que je croyais être le bonheur conjugal. Me voilà à comploter ma vengeance, non seulement contre elle, mais aussi contre son mystérieux amant. Suis-je pressé? Pas vraiment. Maintenant que je sais que Beth ne m'a pas infecté avec une maladie incurable, j'ai tout le temps du monde pour bien planifier cela. Et quant à la toucher à nouveau, cela n'arrivera jamais, en aucune façon. Comment l'ai-je découvert, me demanderez-vous? Eh bien, elle ne m'a pas exactement assis pour me dire, Steve, je couche avec un tel, non, ce fut plus subtil que cela. Cela a commencé il y a quelques nuits. Il était environ 21h et je me sentais bien, détendu, même un peu joueur. La journée avait été plutôt bonne, et j'étais d'humeur à passer du temps de qualité avec ma femme. Chérie, dis-je en essayant de paraître le plus sexy possible, as-tu envie de t'amuser un peu ce soir? Elle n'a même pas levé les yeux de son livre. Pas ce soir, dit-elle d'un ton neutre. Je suis fatigué, tout ce que je veux, c'est me détendre. Je peux t'aider avec ça, ai-je proposé. Et si je te faisais un massage du cou et du dos? Steve, tout ce que tu veux, c'est me déshabiller, et ça ne marchera pas ce soir, dit-elle en levant à peine les yeux. Puis elle est retournée à sa lecture. Tu n'es plus jamais d'humeur, dis-je, ma frustration débordant. Je ne te plais plus? Elle soupira, posant le livre sur ses genoux. Parfois, non, c'est tout. Cela me frappa comme un coup de poing dans le ventre. Peut-être que si nous le faisions plus d'une fois toutes les 2 ou 3 semaines, tu retrouverais le rythme, ai-je rétorqué. Steve,
quelle partie du non ne comprends-tu pas? Je ne te veux pas ce soir, c'est aussi simple que ça. Je suis resté là. Sidéré. Je ne pouvais pas croire ce que ma femme, la femme que j'avais aimée pendant près d'une décennie, venait de me dire. Sans un mot de plus, J'ai pris mon oreiller et je suis sorti de la chambre. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Boudé, m'a-t-elle lancé, sa voix teintée de sarcasme. Ne t'inquiète pas, ai-je rétorqué sèchement. Je ne te dérangerai plus ce soir, ni aucune autre nuit, puisque je ne le fais plus pour toi. Je suppose que je devrais juste aller voir ailleurs. J'ai traversé le couloir jusqu'à la chambre d'amis, j'ai claqué la porte et l'ai verrouillée. Je l'ai entendu appeler mon nom une fois, mais je n'ai pas répondu. J'avais fini de la supplier pour de l'intimité, si elle ne voulait plus de moi, qu'il en soit ainsi. Cette nuit-là, je suis resté éveillé, l'esprit en ébullition. La blessure était profonde et je ne pouvais m'empêcher de revivre la conversation dans ma tête. Ce n'était pas seulement une question de sexe, c'était le rejet, l'indifférence, l'absence totale de connexion. Elle était devenue une étrangère pour moi. Le lendemain matin, je suis descendu juste avant 7 heures, fatigué et toujours en colère. Beth m'attendait dans la cuisine, l'air penaud. « Steve, je suis désolé pour ce que j'ai dit hier soir », commença-t-elle. Je ne le pensais pas, j'étais juste fatigué. Peut-être qu'on pourrait s'amuser un peu ce soir? Elle sourit, comme si cela allait tout arranger. Beth, qu'est-ce que tu fais, dis-je froidement, me jeter un os, en espérant que si tu restes là et me laisses faire mon truc, j'oublierai tout? Steve, commença-t-elle, mais je la coupai. Eh bien, ne t'inquiète pas, je ne toucherai pas à ce corps maudit, même si c'était le dernier sur terre, crachai-je. Tu n'as plus à t'inquiéter que je te demande du sexe. En attrapant ma mallette, j'ajoutai, je ne serai probablement pas à la maison pour le dîner ce soir. Rien que te regarder me donne la nausée. Sur ce, je suis parti. Elle a dû m'appeler une centaine de fois ce jour-là, laissant message vocal après message vocal sur mes lignes personnelles et professionnelles. À l'heure du déjeuner, elle avait commencé à m'envoyer des emails. Je l'ai bloquée. Je me fichais de savoir à quel point elle était désolée. Au cours des 6 derniers mois, elle était devenue quelqu'un que je ne reconnaissais même plus, une enveloppe égoïste et indifférente de la femme que j'avais épousée. Notre vie sexuelle s'était réduite à une fois toutes les 2 semaines, et même cela semblait forcé, comme si je la mettais sous pression. Ce n'était plus ce que c'était. J'essayais de créer une ambiance, d'offrir un massage du dos ou des pieds, d'allumer des bougies, d'utiliser de l'huile de CBD, mais elle se dépêchait toujours, impatiente d'en finir. L'étincelle avait disparu, et pas seulement dans la chambre, mais partout. Ce soir-là, j'ai dîné seul dans un restaurant local, puis je me suis caché dans un bar voisin pour regarder le match. J'ai siroté quelques bières, prenant mon temps. Quand je suis finalement rentré, il était bien après 11 heures. Alors que je passais devant notre chambre, Beth a ouvert la porte en grand. « Où diable étais-tu » a-t-elle exigé. « Qu'est-ce que ça peut te faire » ai-je répondu, ma voix calme mais cinglante. Elle a cligné des yeux, momentanément prise au dépourvu. « Tu n'as pas appelé ni rien. Pour ce que j'en savais, tu aurais pu être morte dans un fossé. » Eh bien, dis-je avec un sourire en coin, j'imagine qu'alors tu n'aurais plus à t'inquiéter que je te tripote, n'est-ce pas? Ça l'a frappé comme une gifle. Je l'ai vu dans ses yeux, mais je m'en fichais. Si vous voulez bien m'excuser, ajoutai-je, il est tard et j'ai besoin de dormir. Vas-tu nous honorer de ta présence au dîner ce soir, demanda Beth, son ton acéré et condescendant. Je n'ai pas encore décidé. Eh bien, comment diable suis-je censé savoir, alors? Eh bien, ma chérie, laisse-moi te dire ça comme ça, si je suis là, je mangerai ici, et si je ne le suis pas, je ne mangerai pas. Est-ce que cela te suffit? Steve, fais-moi savoir quand tu auras fini de te comporter comme un enfant de 2 ans. Beth, pourquoi tu n'irais pas te faire foutre? Oh, attends, tu le fais probablement déjà, à moins bien sûr que tu ne te le fasses ailleurs, dis-je en la regardant droit dans les yeux. Son visage se figea. Elle n'était pas horrifiée par l'accusation, c'était le choc et la surprise qui me dirent que j'avais touché une corde sensible. Plus tard cette nuit-là, pendant qu'elle restait silencieuse, j'ai commencé ma propre enquête sur Internet. On peut trouver presque n'importe quoi. J'ai tapé « équipement de surveillance » et, en quelques secondes, des milliers de résultats sont apparus. J'ai affiné ma recherche, parcourant page après page,
jusqu'à ce que je trouve ce dont j'avais besoin, un système de caméra de surveillance à distance. Il comprenait 4 minuscules caméras, un appareil d'enregistrement et une carte mémoire étendue capable d'enregistrer 5 jours de séquence. C'était plus que suffisant pour mon plan. J'ai passé la commande et les fait livrer le lendemain à mon bureau. Le plus difficile était de trouver comment tout installer sans éveiller ses soupçons. Beth ne travaillait pas et restait à la maison pour s'occuper de nos 2 enfants, Dan, qui avait 7 ans, et Amy, qui venait d'avoir 5 ans. La faire sortir de la maison allait demander une planification minutieuse. Je n'avais pas dîné à la maison depuis des semaines, mais je rentrais quand même vers 20h la plupart des soirs pour passer du temps avec les enfants. Ce soir-là, je me suis assis dans le salon pour regarder la télévision avec eux, tandis que Beth rôdait à proximité. « Je dois courir au magasin pour quelques trucs », annonça-t-elle. « Tu penses que tu peux surveiller les enfants pendant environ 20 minutes ?» « Peu importe, » dis-je sans même lever les yeux. Dès que sa voiture disparut dans l'allée, je suis passé à l'action. J'ai pris l'équipement de mon coffre et je me suis mis au travail. J'ai installé une caméra dans la cuisine, une autre dans notre chambre, une 3e au sous-sol et une sur la véranda arrière. Un enregistreur vocal était glissé sous le siège avant de sa voiture. La station de base fut placée dans une vieille malle dans le grenier, avec un seul cordon d'alimentation visible. J'ai testé chaque caméra et j'ai été étonné de leur petitesse. Il était presque impossible de les repérer, même en sachant où chercher. Le décor était planté, les jours suivants allaient être intéressants. Le mercredi soir, Beth semblait s'efforcer plus que d'habitude d'agir comme si de rien n'était. « Tu viens dîner au barbecue de Dick samedi ?» demanda-t-elle négligemment. « J'y vais avec ou sans toi, donc ça m'est vraiment égal d'une manière ou d'une autre. » Notre groupe de quartier, composé de 8 couples, organisait à tour de rôle un barbecue mensuel. Ce mois-ci, c'était au tour de Dick. Chacun apportait un plat à partager et c'était généralement un bon moment, sauf bien sûr pour la tension entre Beth et moi. Avec une invitation pareille, comment pouvais-je refuser, répondis-je sarcastiquement. Le samedi arriva et nous y sommes allés ensemble, bien qu'elle ait gardé ses distances avec moi toute la nuit. Pendant les jeux de couple, je me suis assuré que nous arrivions dernier exprès, juste pour l'irriter. Pendant 3 semaines, j'ai visionné les enregistrements des caméras. Je n'ai rien vu de suspect, pas de visiteurs mystérieux, pas de comportement inhabituel. Mais ensuite, une conversation qu'elle a eue avec une de ses amies a attiré mon attention. « Il ne veut toujours pas coucher avec moi », se plaignit-elle. « Ça fait 4 semaines et je ne pensais pas qu'il tiendrait aussi longtemps. Je sais que j'ai blessé son petit ego, mais il ne me fiche pas la paix. Non, nous ne divorçons pas, ce n'est pas si grave, enfin, pas encore en tout cas. » Elle marqua une pause, puis ajouta, « J'ai acheté une nouvelle tenue hier qui pourrait ramener un mort à la vie. Je vais le surprendre avec ça ce soir. Si ça ne marche pas, rien ne marchera. Je t'appellerai demain pour te dire comment ça s'est passé. » Je me suis assis, ne sachant pas quoi ressentir. Au moins, je connaissais son plan pour ce soir, mais comment allais-je réagir? J'ai décidé d'improviser. Ce soir-là, j'ai respecté ma routine. J'ai mangé dehors et je suis rentré à 19h30. « Tu es rentré tôt pour une fois », dit Beth avec un sourire. « Si tu as encore faim, il y a du pain de viande dans le frigo et de la tarte aux pommes dans le four. » Elle savait que la tarte aux pommes était ma préférée. Elle mettait le paquet. Vers 20h30, j'ai monté les enfants, les ai aidés à se préparer pour le lit et les ai bordés. Après avoir donné un câlin et un baiser à chacun, j'ai éteint leur lumière et je suis redescendu. Beth venait de finir de nettoyer la cuisine. Je suis allé au salon, j'ai allumé la télévision et j'ai attendu. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Elle avait raison, cette tenue pourrait ressusciter les morts. Elle était noire de jais et rouge écarlate, avec juste assez de tissu pour taquiner tout en cachant ce qui devait rester caché. Mon Dieu, pensais-je. Tu as du temps à me consacrer ce soir, demanda-t-elle en entrant dans la pièce avec un sourire malicieux. J'avais envie de crier, oui, putain, à plein poumon, mais à la place, j'ai gardé mon calme et j'ai calmement demandé, que as-tu en tête? J'ai quelque chose dans la chambre qui a besoin de ton attention, répondit-elle. Si tu n'es pas trop occupé ou encore en colère contre moi. Eh bien, allons voir, dis-je, oubliant déjà pourquoi j'étais en colère contre elle. Je n'ai rien de pressant en ce moment. Elle me prit la main et au moment où nous atteignions la chambre, nous nous embrassions. C'était aussi bon que dans M. Et souvenir. Bon sang,
ça faisait du bien. Nous avons fait l'amour 2 fois et nous nous sommes endormis dans les bras l'un de l'autre. J'avais retrouvé ma femme. La vie était belle, non, la vie était géniale. Les jours qui ont suivi ont semblé un rêve. Nous étions à nouveau un couple, j'ai même commencé. Elle préparait le dîner pour pouvoir finir ses projets avant d'aller nous coucher. Nous ne le faisions pas toutes les nuits, mais nous nous assurions que les vendredis étaient réservés aux soirées en amoureux. Tout semblait parfait, comme si nous avions ravivé ce que nous avions perdu, mais ensuite tout s'est brisé. Si je n'étais pas allé dans le grenier débrancher ce maudit magnétophone, je vivrais encore dans une ignorance bienheureuse. J'ai réinitialisé le système et j'ai emporté la carte mémoire au travail. C'est là que mon monde s'est écroulé. C'était le 5e jour de l'enregistrement, le lendemain de notre incroyable nuit ensemble. J'avais supprimé les 4 autres jours. Juste pour m'amuser, j'ai décidé de l'écouter, m'attendant à entendre Beth se vanter auprès de ses amis de la façon dont j'avais bouleversé son monde. Je me montais même le bourrichon, imaginant qu'elle s'extasiait sur moi. Mais ce que j'ai entendu n'était pas une conversation avec ses amis, c'était avec un homme. Eh bien, j'ai réglé notre problème hier soir, dit-elle d'un ton suffisant. C'était si facile et Steve n'a jamais su ce qui lui arrivait. Cette tenue que tu m'as achetée a fait l'affaire. Je l'ai fait baver sur moi avant même que nous arrivions dans la chambre. Je me suis figé, la rage et l'incrédulité grandissant en moi. Il y a eu des rires à l'autre bout du fil, le son d'un homme que je ne reconnaissais pas, ne t'inquiète pas, continua TL, j'ai juste besoin de lui en donner un avant-goût de temps en temps pour le garder heureux et satisfait. J'étais sûr qu'il aurait remarqué quelque chose de bizarre, mais ça fait si longtemps qu'il ne se souvient probablement même plus de ce que c'était. Ils rirent tous les deux, le son me faisant bouillir le sang. Je le garderai satisfait, continua TL, la voix débordante de confiance. Comme ça, nous aurons tout le temps du monde. Nous devons juste faire attention à ne pas nous faire prendre. Toi, tu rends ta femme heureuse et moi, je rendrai mon mari heureux, et nous aurons quand même plus qu'assez de temps pour nous. Encore des rires. Peut-être pourrons-nous nous éclipser au barbecue de samedi pour nous amuser un peu. J'adore les défis, dit-elle avec un petit rire. De toute façon, je dois y aller. Le dîner ne va pas se faire tout seul et les enfants vont bientôt rentrer. Il y eut une pause. Non, bien sûr que non, ajouta-t-elle, lui répondant. Je lui en ai donné avant-hier. Je lui dirai juste que j'ai mes règles. Il ne saura jamais. Sur ce, l'appel se termina. Je suis resté là, abasourdi, mes mains tremblantes. J'ai rejoué la bande 3 fois de plus, cherchant des indices sur l'homme à l'autre bout du fil, mais il n'y avait rien, pas de nom, pas de détails d'identification, juste son rire suffisant et ses paroles accablantes. La seule chose que je savais avec certitude, c'est que c'était quelqu'un que je connaissais, un ami, si on peut appeler ami et quelqu'un qui couche avec votre femme. J'ai serré les poings, mes jointures blanchissant. Ma vengeance serait totale, ils souhaiteraient tous les deux n'être jamais nés. Je n'avais pas encore de plan, mais j'avais du temps. Je voulais savourer ça. La première chose que j'ai faite a été de me faire examiner. Il y avait trop de MST et l'idée qu'elle ait pu m'en transmettre une me rendait malade. Heureusement, les résultats étaient négatifs, une chose de moins à craindre. Ensuite, il fallait que je trouve qui était ce salaud. Sur un bloc-notes, j'ai écrit les noms des 7 couples avec lesquels nous passions toujours du temps. À première vue, cela semblait impossible, c'étaient nos amis, des gens que nous connaissions depuis des années. Comment l'un d'eux pouvait-il me trahir de cette façon? Il y avait nos voisins d'un accent grave côté, Anne et Dick. C'était le couple de banlieue typique, au début de la trentaine, comme nous. Dick était probablement mon meilleur ami et il adorait Beth, peut-être un peu trop, pensais-je sombrement. Ensuite, il y avait Marie et Ron, le couple le plus âgé du groupe, tous deux approchant les 50 ans, et avec le mauvais cœur de Ron, je l'ai immédiatement éliminé. Beth, je l'ai rayé de ma liste. J'ai ensuite pensé à Sue et Carl et j'ai commencé à voir où Carl pourrait être un suspect, mais je me suis souvenu qu'ils étaient en croisière au moment de cet appel à Beth. À moins qu'il n'ait appelé depuis le bateau de croisière, ce qui était hautement improbable, il était aussi exclu. Sonia et Jérôme étaient le couple le plus récent de notre groupe. Ils avaient emménagé dans notre quartier depuis Chicago il y a environ 3 ans. Jérôme était un représentant commercial pour une société pharmaceutique et était toujours en déplacement, ce qui lui laissait peu d'occasion de s'impliquer avec Beth, alors je l'ai également rayé. Betty et Andy étaient nos amis depuis environ 5 ans.
Betty devait toujours garder un œil sur Andy lors de nos rassemblements car il aimait un peu trop sa bière. Plus d'une fois, quelqu'un a dû le raccompagner chez lui quand il était ivre. Il flirtait avec les dames, mais après tout, la plupart des maris le faisaient, pensais-je. J'ai envisagé de le garder sur la liste mais je me suis dit qu'un ivrogne ne pouvait pas être si bon au lit. Cependant, et quand il était sobre? Alors je l'ai laissé sur la liste. De tous les couples que je connaissais, ce n'était pas Vicky et Mike. Ils étaient encore en lune de miel, même après 6 ans de mariage. Plus d'une fois, quelqu'un a plaisanté en disant qu'il faudrait les arroser tous les deux tant ils échangeaient des baisers ou devenaient plus qu'amicaux dans le jacuzzi lors d'une des fêtes. Je les enviais. Beth et moi étions mariés depuis 9 ans et, comparé à eux, nous agissions comme si nous étions mariés depuis 50 ans. Eh bien, du moins elle le faisait. De toute façon, je n'ai pas eu à réfléchir à 2 fois avant de garder Chris sur ma liste. Donna et Chris étaient gentils, mais un peu distants par moments. Ils avaient de l'argent et adoraient le montrer. Plus d'une fois, j'ai dû mordre ma langue face à certaines des choses arrogantes que Chris disait. C'était franchement un connard, mais Beth semblait l'apprécier, ou du moins faisait semblant. Peut-être était-ce son argent qu'elle aimait. Donna et Chris ne semblaient pas être connectés l'un à l'autre et il y avait peut-être des problèmes au paradis. J'ai entouré le nom de Chris. En regardant la liste, j'ai vu 3 noms, dont un que je n'arrivais pas à croire avoir inclus, Dick. Dick était mon meilleur ami, mais on entendait toujours des histoires sur le meilleur ami qui couchait avec votre femme derrière votre dos. Andy était toujours une possibilité, bien qu'improbable, et Chris était un oui certain. Il restait encore une semaine avant notre sortie mensuelle et je devais trouver plus de détails sur chaque suspect. Steve, vas-tu toujours demander à Carl de peindre les 2 autres pièces à l'étage, demanda Beth quand je suis rentré du travail. J'ai l'impression que nous avons profité de lui la dernière fois quand il a fait les 2 autres chambres. Il ne m'a fait payer que la peinture et un casier de bière, et c'est tout. Je lui ai quand même glissé quelques centaines avant qu'il ne parte en croisière, lui dis-je. L'amitié, c'est une chose, mais les affaires, c'est les affaires. Laisse-moi y réfléchir. Il n'y a pas vraiment d'urgence avec les chambres des enfants, n'est-ce pas? Eh bien, nous avons le barbecue ensuite et je veux que la maison soit belle, dit-elle. Chérie, la maison est toujours belle. Qui diable va monter à l'étage pour regarder la peinture sur les murs? Steve, c'est une affaire de femme, d'accord? Stupide sorcière, marmonnai-je entre mes dents. Elle aurait d'autres soucis que la peinture quand j'aurais découvert avec qui elle couchait. À la fête, j'ai observé tous les gars comme un faucon. Andy buvait des bières comme de l'eau et Dick était gentil, aidant Beth à disposer toute la nourriture sur les tables de la terrasse. Chris était son arrogant habituel et, si je lisais bien le langage corporel de Beth, elle était de plus en plus agacée par ses vantardises sur la fortune qu'il avait faite avec les actions Apple. À moins qu'il ne fasse bonne figure, Carl perdait un cran ou 2 sur ma liste. Avec Carl et Andy semblant de plus en plus improbables, il ne restait plus que mon bon copain Dick comme principal suspect. Après la fête, Dick est resté pour nous aider à nettoyer. Bonne fête, tu ne trouves pas, demandai-je à Dick. Ouais, on aurait dit que tout le monde s'est bien amusé, surtout Andy, dit Dick avec un ricanement. Betty lui a donné un coup de coude après sa 3e bière et lui a dit que s'il se saoulait encore ce soir, il dormirait sur le canapé. Il a dû faire durer cette dernière bière pendant 2 putains d'heures. Nous avons tous les 2 ri. Puis Dick, regardant autour de lui pour s'assurer que personne n'était à portée de voix, dit, « Steve, peux-tu garder un grand secret, même de Beth ?» J'ai hoché la tête. Je m'apprête à emmener ma femme en seconde lune de miel. Quand nous nous sommes mariés pour la première fois, nous n'avions pas d'argent, alors nous sommes juste restés dans un hôtel pour un long week-end. J'ai réservé une croisière de 7 jours pour nous et elle part dans 2 semaines. Je ne lui en ai pas dit un mot, mais j'en ai parlé à son patron pour qu'elle puisse prendre ses congés. Je l'ai juste regardé avec incrédulité. Dans mon esprit tordu, il était passé numéro 1 sur ma liste, et maintenant il me parlait d'emmener sa femme en seconde lune de miel. Steve, j'ai juste besoin que tu surveilles ma maison pendant mon absence. Sa mère va garder les enfants, mais si tu pouvais passer faire un tour 1 ou 2 fois, j'apprécierais vraiment. Dick a dit avec un grand sourire, elle va devenir folle quand elle va découvrir qu'on pourrait même ne pas sortir de la chambre, mais au moins j'en ai une avec un balcon, donc on verra quelques-uns des sites. Espèce de salaud, j'ai dit en riant, depuis combien de temps tu prépares ça? J'économise depuis presque 6 mois.
J'ai failli sauter le pas quand Sue et Carl sont partis en croisière et n'arrêtaient pas de dire à quel point c'était incroyable. Bordel, quand Sue a appelé de son portable et a envoyé une photo des pyramides mexicaines, j'ai cru que j'allais craquer. Ils ont presque gâché ma surprise. Attends, comment Sue a pu appeler, j'ai demandé, confus. Steve, il y a des antennes relais partout maintenant, et sinon, as-tu déjà entendu parler des satellites? Bien sûr, c'est cher, mais tu peux appeler n'importe où dans le monde depuis ton portable, a-t-il dit. Mais ne t'inquiète pas, je ne compte appeler personne. Je serai bien trop occupé à faire d'autres choses, si tu vois ce que je veux dire. Traite-moi de stupide, pensais-je en rayant Dick de la liste. Il n'aurait pas dû y être en premier lieu. Il restait Andy et Chris, qui semblaient tous deux des candidats peu probables. Bordel de merde, avec qui diable Beth couchait-elle vers 3 heures du matin? Ça m'a finalement frappé, Carl. Le lendemain, au travail, j'ai commencé à rassembler les morceaux. Carl, un peintre indépendant, gérait son propre emploi du temps. Sa femme travaillait dans un bureau, il pouvait donc aller et venir à sa guise. Beth ne travaillait pas, ils pouvaient donc facilement se rencontrer pendant la journée sans que personne ne s'en aperçoive. Ça a probablement commencé quand il a peint notre chambre à l'étage il y a 6 mois. Bordel, ils l'ont probablement fait dans notre putain de lit. Plus j'y pensais, plus je devenais furieux. Même si j'avais envie de leur loger une balle dans la tête, je n'allais pas aller en prison. J'avais les enfants à qui penser. Cet après-midi-là, j'ai appelé Beth depuis le bureau. Et, pourquoi ne ferions-nous pas peindre les 2 dernières chambres à l'étage par Carl? De cette façon, tout l'étage sera terminé. Si ça ne te dérange pas, tu peux l'appeler pour organiser ça? Mais dis-lui d'emblée que je le paie pour son travail cette fois-ci. Nous pourrions même vouloir refaire la moquette de ces pièces pendant qu'on y est, ai-je ajouté nonchalamment. Steve, une chose à la fois, a-t-elle répondu. Tu sais, on ne roule pas sur l'or. Faisons d'abord les murs, et après on s'inquiétera des sols. Je suppose que tu as raison, chérie. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, ai-je dit, même si ces mots me donnaient envie de vomir. Tu as de la chance de m'avoir, a-t-elle dit d'un air suffisant. 2 jours plus tard, dans mon bureau, la porte fermée, j'ai écouté leur conversation enregistrée. Chérie, tu ne devineras jamais ce que Steve veut. Il veut que tu peignes les 2 autres chambres à l'étage. N'est-ce pas merveilleux, a dit Beth. Je suppose que tu comptes me payer de la même manière que la dernière fois, a répondu Carl avec un rire. Tu peux parier là-dessus. Mais cette fois, pas besoin de flirter. Ce sera agréable de ne pas avoir à se cacher pour changer. De cette façon, tu pourras venir après que les enfants soient partis à l'école et nous pourrons prendre tout le temps dont nous avons besoin. J'aime quand on fait l'amour dans mon lit. Ça me fait me sentir si coquine quand Steve et moi le faisons sur ces mêmes draps, a-t-elle dit en riant. Mais Beth, souviens-toi, je dois encore peindre ces fichues pièces. Bordel, combien de temps ça peut prendre? Quelques heures? Je compte faire durer ce projet au moins 1 semaine. Nous n'avons jamais fait ça 3 jours de suite, Beth. Je dois encore travailler pour vivre. Je ne peux pas juste passer tous les jours et te sauter dessus. Pourquoi tu ne demandes pas à ton mari de prendre le relais? Il est inutile et bien trop prévisible, a-t-elle dit avec dédain. Beth, tu es une vraie sorcière, tu sais ça. Rappelle-toi juste que je suis ta sorcière maléfique, a-t-elle répondu d'un air suffisant. La conversation s'est terminée après cela. Quand ce fut fini, j'avais envie de vomir. Il était maintenant temps d'élaborer un plan pour les abattre tous les 2. Carl serait facile. J'enverrais une vidéo à sa femme et il paierait pour sa trahison le reste de sa vie. Mais je voulais plus que ça. Il m'avait rendu ridicule et je voulais qu'il ressente de la douleur chaque fois qu'il pensait à ce qu'ils avaient fait. Je voulais ma livre de chair. Si je divorçais simplement de Beth, elle obtiendrait très probablement tout. Même si c'était une menteuse infidèle, elle repartirait quand même avec la maison, les enfants et des années de pension alimentaire. Je finirais par payer pour son erreur pendant les 13 prochaines années pendant qu'elle continuerait à batifoler. Une balle dans la tête l'aurait entièrement écartée de l'équation, mais je n'en avais pas la force. J'avais besoin de quelque chose entre les 2. Fichu crampe, a murmuré Beth un soir en prenant 3 Tylenol. On pourrait croire qu'il nous permettrait d'obtenir quelque chose de plus fort en vente libre pour gérer ces putains de crampes. Pourquoi tu n'irais pas chez le médecin pour avoir quelque chose de plus fort, j'ai demandé nonchalamment.
Tu ne penses pas que j'ai essayé? Le médecin a juste prescrit une sorte d'aspirine glorifiée. S'il avait un utérus, il saurait ce que nous traversons chaque mois, a-t-elle dit en s'appuyant sur le comptoir de la salle de bain. Je l'ai observé, notant l'expression de malaise sur son visage. Pendant un instant, j'ai presque eu pitié d'elle, presque. Mais ensuite, je me suis souvenu de la conversation avec Karl et ma sympathie a disparu. Le plan prenait forme. L'idée de « en vente libre » qu'elle m'avait donnée me trottait dans la tête, mais je n'avais aucune idée de comment la réaliser. Pourtant, je savais que je trouverais un moyen. Il y avait un quartier de la ville où aucune personne craignant Dieu et respectueuse d'elle-même n'irait, à moins de chercher des ennuis ou ce qui y était vendu. Et ce qui y était vendu? Tout, et je dis bien tout. J'ai pris mon vieux camion de travail, enfilé une chemise déchirée et un jean, et j'ai fait le voyage. Je n'étais pas entièrement sûr de ce que je cherchais, mais j'avais une assez bonne idée. Je me suis dit que je devrais trouver quelqu'un qui connaissait le milieu, alors j'ai pris une travailleuse du sexe dans la rue. « Tu n'es pas flic, n'est-ce pas » a-t-elle demandé en me regardant d'un air méfiant. « J'ai l'air d'un flic » j'ai répondu. Elle m'a donné le détail de ses services, faisant claquer son chewing-gum en parlant. Puis j'ai demandé « Tu sais où je peux me procurer quelques joints et du crack ?» Elle a eu l'air surprise. « Tu n'as pas l'air du genre. »« Ce n'est pas pour moi, c'est pour ma femme » ai-je expliqué. Elle dit que quand elle est défoncée, le sexe est bien meilleur. Je me suis dit que je lui procurerais quelques trucs et qu'on pourrait tout essayer. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait s'enfuir du camion. Mais ensuite, elle a demandé « Combien d'argent tu as ?» Assez pour goûter, de toute façon, je lui ai dit. Je ne fais pas ça d'habitude, mais puisque tu vas me donner 50 de plus, je pourrais peut-être t'aider à te procurer ça, a-t-elle dit en allumant un petit joint et en me le tendant. Tu veux tirer une taffe? Je ne peux pas, ai-je dit. J'ai de l'asthme, ça me tuerait probablement. Bon, donne-moi 50 et va où je te dis, a-t-elle instruit. Je lui ai donné 2 billets de 21 de 10, puis j'ai suivi ses indications. 5 minutes plus tard, nous nous sommes arrêtés derrière une maison qui semblait pouvoir s'effondrer à tout moment. Donne-moi 200 et attends ici. Laisse les fenêtres levées, garde les portes verrouillées, et si quelqu'un s'approche de la fenêtre, ignore-le. Si quelqu'un sort un flingue, eh bien, tu te débrouilles tout seul, a-t-elle dit en riant. Je savais que je faisais probablement une énorme erreur, mais je lui ai quand même tendu l'argent. Dépêche-toi juste, ai-je dit. Ne t'inquiète pas, mon chéri, je ne te laisserai pas tomber, a-t-elle répondu en sortant du camion et en franchissant la porte. J'avais l'impression qu'elle était partie depuis une putain d'heure. Plus d'une fois, j'ai pensé à partir, imaginant qu'elle était sortie par la porte d'entrée et m'avait laissé là. Mais quand elle est finalement revenue, j'ai poussé un soupir de soulagement. Chérie, conduis, fut tout ce qu'elle dit, jetant des regards nerveux autour d'elle. Je t'ai eu 3 beaux cailloux de crack et 3 joints, a-t-elle ajouté avec un sourire. Mais ça va te coûter 20 de plus. Mais tu as dit. J'ai commencé à argumenter, mais ensuite j'y ai repensé. Je lui ai donné l'argent, elle m'a donné la cam, et nous avons tous deux obtenu ce que nous voulions de cet arrangement. J'ai tout fourré dans un sac en plastique sous le siège, j'ai conduit avec une prudence extrême jusqu'au travail, j'ai changé de voiture et de vêtements, puis je suis rentré chez moi avec ma cam. Pour environ 300 $, j'avais tout ce dont j'avais besoin pour me venger d'eux. Le plan était simple, une approche à 2 volets. Attraper Karl d'abord, puis revenir pour Beth quand elle se croirait en sécurité. Jeudi, en rentrant du travail, je me suis arrêté pour acheter un téléphone portable prépayé. Je suis rentré assez tôt pour attraper Karl avant qu'il ne parte. Quand je suis entré dans l'allée et que j'ai vu son camion, j'ai su que je le tenais. J'ai cassé un de ses feux arrière et j'ai glissé les 3 joints dans un sac sous son siège. Puis je suis entré dans la cuisine où Karl se servait une de mes bières et discutait avec Beth. « Et, mon pote, comment va le boulot » ai-je demandé, guettant le moindre signe révélateur de sa culpabilité. « Les travaux de peinture chez ma femme devraient être terminés d'ici demain soir » répondit-il. « J'ai juste besoin de passer chez Home Depot et de prendre un autre bidon de peinture pour les boiseries. »« Tiens, laisse-moi te prendre une autre bière, » dis-je en prenant une pour chacun de nous, « et n'oublie pas que je te paie en espèces cette fois-ci, » ajoutai-je en lui tendant 3 billets de 20 $. « Je te donnerai le reste demain, j'en ai dépensé une partie en rentrant, mais tu sais que je suis solvable, » dis-je avec un grand sourire. Nous avons papoté quelques minutes avant que Karl ne décide de partir.
J'ai inventé une excuse, comme quoi j'avais oublié quelque chose au magasin, et je l'ai suivi dans la rue. J'ai attendu qu'il me dépasse alors qu'il tournait dans la rue principale, puis j'ai composé le 911. 911, quelle est votre urgence? Demanda l'opératrice. Il y a un gars dans un pick-up blanc qui vend de la drogue à des enfants dans mon quartier, dis-je. Je lui ai dit de partir, mais il a dit qu'il pouvait vendre où il voulait. Je l'ai devant moi en ce moment, nous roulons sur Main Street, juste après Marshall. Sa plaque d'immatriculation est DL 5512 et c'est une Chevy blanche avec un feu arrière droit cassé. J'ai raccroché et attendu, le suivant à distance. Je commençais à penser que mon plan n'allait pas fonctionner quand, juste un pâté de maison avant la sortie de Home Depot, un flic a arrêté Carl. Quelques instants plus tard, un deuxième véhicule de patrouille s'est garé derrière lui. Le premier policier s'est approché du camion de Carl, mentionnant probablement le feu arrière cassé. Carl est sorti et tous deux se sont dirigés vers l'arrière du pick-up. C'est alors que le deuxième policier a fait sortir un chien renifleur de drogue. J'ai levé le poing en l'air, ravi que les choses se déroulent exactement comme je l'avais prévu. Carl a ouvert la porte du camion, leur donnant probablement la permission de fouiller le véhicule. Les chiens policiers ont trouvé les joints en moins d'une minute. J'adorais chaque seconde lorsque Carl a été menotté et placé à l'arrière de la voiture de police. J'en avais assez vu, un grand sourire aux lèvres, je suis rentré chez moi. Carl n'a pas fait les gros titres, mais sa photo est apparue sur le site web des arrestations du comté. Vous seriez surpris du nombre de personnes qui perdent leur temps à parcourir ces choses en ligne. Quelqu'un du quartier l'a repéré, et bientôt la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Il a été inculpé de possession et de distribution de drogue. Je savais que l'accusation de possession tiendrait, mais il n'y avait aucun moyen qu'il soit reconnu coupable de distribution avec seulement 3 joints. Néanmoins, les $300 en espèces que je lui avais donnés n'ont pas aidé son dossier. Il ne risquait peut-être pas une vraie peine de prison, mais l'humiliation publique, c'était tout ce dont j'avais besoin. Sue m'a appelé plus tard, bouleversée et confuse. Steve, si je peux faire quoi que ce soit pour aider, s'il te plaît, fais-le-moi savoir, lui ai-je dit. Je n'arrive juste pas à croire que cela soit arrivé, dit-elle, la voix tremblante. La dernière fois que je l'ai vu, c'était quand lui et Beth prenaient une bière dans ta cuisine, Steve. Je n'ai même jamais su que Carl fumait de l'herbe. Il dit que ce n'était pas la sienne, mais c'était dans son camion. Je ne suis pas si naïve. Eh bien, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais où j'habite, dis-je avec sympathie. Elle me remercia de nouveau, mais il était clair qu'elle était furieuse contre Carl. Lors de la prochaine réunion de quartier, Carl fut la cible de toutes les blagues et conversations. Sue ne s'est pas montré, et je ne lui en voulais pas. Cette nuit-là, je suis passé à la deuxième phase de mon plan. Toute la soirée, j'ai soigneusement saupoudré de petites quantités de crack dans les verres de Beth. Je me suis assuré d'y mélanger beaucoup d'alcool pour qu'elle ne remarque pas la différence. Quand je lui ai dit que j'avais oublié la salade qu'elle avait préparée pour la fête, elle s'est énervée. « Tu te moques de moi, dit-elle en me fixant. Je suis désolé, chérie, tiens, laisse-moi te chercher ton sac à main et tes clés, dis-je gentiment. Je suis entré dans la chambre de Betty et Andy, où les manteaux et les affaires de tout le monde étaient empilés, et j'ai discrètement glissé les 2 fioles contenant les 2 dernières pierres de crack dans son sac à main. Puis je lui ai tendu les clés. « Steve, tu me dois une fière chandelle pour ça, dit-elle en attrapant son sac. Attends-toi à au moins 1 heure de massage des pieds quand nous entrerons. Il n'y a qu'un seul chemin pour rentrer chez nous depuis chez Betty et Andy, pensais-je en la regardant partir. Au moment où elle a quitté l'allée, j'ai passé l'appel. 911, quelle est votre urgence? Demanda l'opératrice. Il y a une femme folle au volant d'une Toyota bleu foncé sur la rue Wilmore, dis-je en simulant la panique. Elle m'a coupé la route et a renversé 2 boîtes aux lettres. Elle a failli percuter mes enfants. Je ne sais pas si elle est ivre ou droguée, mais vous devez l'arrêter. J'ai raccroché et détruit le téléphone prépayé. De retour à la fête, j'ai attendu environ 1 heure, puis je me suis tourné vers Betty. Elle ne répond ni à son portable ni au téléphone fixe, dis-je en feignant l'inquiétude. Ça fait plus d'1 heure. J'espère qu'elle n'a pas eu d'accident. Steve, pourquoi ne te ramènerais-je pas à la maison? Andy peut faire un tour pour voir s'il peut la trouver. Peut-être qu'elle a juste perdu son téléphone et qu'elle est bloquée quelque part, suggéra Betty. Merci Betty, c'est probablement une bonne idée, répondis-je. Quand nous sommes arrivés à la maison, il faisait noir.
J'ai déverrouillé la porte avec ma clé de rechange et j'ai vu le saladier posé sur le comptoir de la cuisine, là où je l'avais laissé. Je suppose qu'elle n'est jamais rentrée, dis-je en faisant semblant d'être perplexe pendant que Betty appelait Andy. J'ai remarqué le voyant clignotant sur le répondeur. Le premier message était de mes parents, disant qu'ils garderaient les enfants jusqu'à 21h car ils allaient dîner. Le deuxième message était de Beth. Elle sanglotait et me suppliait de venir la chercher. Ils m'ont arrêté, Steve, pleurait-elle, s'il te plaît, viens. Ils disent que je conduisais sous l'influence et que j'avais du crack dans mon sac à main. Je ne sais pas comment c'est arrivé là. S'il te plaît, Steve, j'ai besoin de toi. J'ai fait écouter le message à Betty en gardant mon ton aussi choqué que possible. Betty, elle a été arrêtée pour possession de drogue, dis-je. Beth ne prend pas de drogue. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Le visage de Betty se tordit d'incrédulité. Steve, où sont tes enfants? Demanda-t-elle. Ils sont chez ma mère, répondis-je. Appelle-la et demande-lui de les garder un peu plus longtemps, dit Betty. Allons au poste pour régler ça. J'ai passé l'appel et nous sommes partis pour le poste de police. En chemin, j'ai fait semblant d'être bouleversé. D'abord Carl, et maintenant Beth. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Je ne l'ai jamais vu prendre quoi que ce soit de plus fort que de l'aspirine. Bien sûr, elle s'est plainte d'avoir besoin de quelque chose de mieux pour ses crampes, mais elle ne ferait pas ça, n'est-ce pas? Quand nous sommes arrivés, on m'a dit que Beth était détenue pour possession de drogue et qu'il faudrait au moins 24 heures avant que je puisse la faire libérer sous caution. Quand je l'ai finalement vue, elle avait l'air terrifiée. Beth, pourquoi prends-tu de la drogue? Est-ce que Carl t'a entraîné là-dedans? Comment as-tu pu nous faire ça, dis-je à voix haute, m'assurant que l'officier à proximité et Betty pouvaient entendre. Steve, c'est une énorme erreur, pleura Beth. Je te jure, je ne prends pas de drogue. Je ne sais pas comment elles sont arrivées dans mon sac. Quelqu'un a dû me les glisser. Beth, tu es en train de dire qu'un de nos amis à la fête t'a mis de la cocaïne? Tu t'attends vraiment à ce que je te croie, dis-je, ma voix dégoulinante d'incrédulité. Steve, tu dois me croire. Je suis innocente, supplia-t-elle. Eh bien, je ne pourrai pas te faire sortir avant lundi, quand je pourrai retirer l'argent de la banque, dis-je froidement. Tu ferais mieux de réfléchir à ce que tu as fait. Steve, écoute-moi. Je ne prends pas de drogue. Tu dois me croire, supplia Beth, sa voix tremblante, des larmes coulant sur son visage. Tu crois que je te mentirais, ajouta-t-elle désespérément. Tu ferais mieux de ne pas me mentir, Beth, répondis-je froidement, et si tu mens, il y aura de graves conséquences. Je vais demander à Betty de me ramener à la maison pour que je puisse récupérer les enfants chez ma mère, et ne t'inquiète pas, Betty est la seule à savoir que tu es en prison. Je me suis retourné et suis parti, ignorant ses sanglots. Tout se mettait en place. Quand ma mère a ramené les enfants, je l'ai assise et lui ai raconté ce qui s'était passé. Maman, Beth a été arrêtée par la police pour possession de drogue. Elle me regarda sous le choc, son expression presque incrédule. Tu plaisantes, n'est-ce pas, demanda-t-elle. J'aimerais bien plaisanter, dis-je d'un ton sérieux. Elle agit bizarrement depuis un certain temps. Peut-être qu'il se passe quelque chose dont je ne suis pas au courant. Steve, je connais Beth, répondit fermement ma mère. Ce doit être une sorte de malentendu, tu verras. Mais ce n'en était pas un, je aime. En était assuré. Les enfants étant sagement couchés, je me suis assis pour revoir les enregistrements de sécurité de la semaine. Comme je le soupçonnais, Carl et Beth avaient une liaison en bonne et due forme. Le sexe lui-même était déjà assez grave, mais c'était la façon dont elle parlait de moi à Carl qui me blessait le plus. Elle se moquait de moi, me rabaissait et riait à mes dépens. Regarder cela me faisait bouillir le sang. Je ne pouvais en supporter qu'une partie, surtout quand elle le suppliait de faire des choses qu'elle avait toujours refusé de faire avec moi des choses qu'elle avait autrefois qualifiées de dégoûtantes. J'ai fait 3 copies des enregistrements, les ai étiquetés soigneusement et suis allé me coucher. Le lendemain matin, ma mère a proposé de garder les enfants quelques jours de plus pendant que je mettais tout en ordre. Au travail, j'ai rencontré mon patron et lui ai fait un bref compte-rendu de la situation. Beth a été arrêtée, je vais probablement divorcer, ai-je expliqué en essayant de garder un ton neutre. Il m'a regardé avec sympathie. Prenez tout le temps dont vous avez besoin, Steve. Ne vous inquiétez pas pour votre travail,
il sera toujours là quand vous serez prêt à revenir. Plus tard ce jour-là, j'étais assis en face de mon avocat. Les avocats sont comme des requins, ils sentent le sang dans l'eau et se préparent à la curer. Je lui ai tout exposé, en commençant par l'arrestation de Beth, et lui ai remis une copie des images de surveillance. Cela vient de notre système de sécurité domestique, ai-je expliqué. Je vérifiais si elle consommait des drogues, mais j'ai plutôt découvert qu'elle avait une liaison avec le mari de l'une de nos bonnes amies. Il a levé un sourcil mais n'a pas semblé surpris. Steve, ce genre de choses arrive plus souvent que vous ne le pensez, a-t-il dit calmement. Je veux juste que tout ça soit fini, lui ai-je dit fermement. Je veux la maison, la garde complète de mes enfants, et je ne veux absolument pas verser de pension alimentaire à cet infidèle. Avec ce que vous m'avez donné, cela devrait être une victoire facile, a-t-il dit avec assurance. Puis, feuilletant ses notes, il a ajouté, pensez-vous que la femme de Karl va le divorcer aussi? Je n'ai pas encore parlé à Sue, ai-je répondu, mais je peux demander. Eh bien, si elle est intéressée, faites-le lui savoir. Je lui accorderai une réduction de 20%. Je peux utiliser les mêmes preuves et gérer les 2 divorces en même temps, a-t-il dit en me tendant sa carte. J'ai hoché la tête et je suis parti, sachant déjà où j'allais ensuite. Les parents de Beth, June et Hank, étaient de bonnes personnes, même si leur fille ne l'était pas. Quand je suis arrivé chez eux, June a semblé surprise de me voir. « Steve, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas censé être au travail, a-t-elle demandé. J'ai besoin de vous parler à tous les 2 quelques minutes, ai-je dit en entrant. Je leur ai parlé de l'arrestation de Beth, leur ai remis une copie de la cassette et leur ai expliqué ma décision de divorcer. « Steve, ne pouvez-vous pas arranger ça ?» a demandé Hank, sa voix lourde d'inquiétude. « Vous vous aimez, allez en thérapie, donnez-vous du temps, vous pouvez surmonter ça. » Hank, ai-je dit sèchement, regardez la cassette. Si c'était votre femme, pourriez-vous lui pardonner? Je ne peux pas, et je pense que vous serez d'accord. Je me suis levé pour partir. Je ne la ferai pas sortir de prison, ai-je ajouté fermement. Sa caution est de 33 000 $, et c'est son problème à gérer. J'ai déjà retiré de l'argent de mes économies pour couvrir mon avocat de divorce. Je déposerai ses affaires demain matin, et j'apprécierai qu'elle ne soit pas là quand je le ferai. Hank a hoché la tête en silence, le visage pâle. Changer les serrures, séparer nos comptes d'épargne et courant, et emballer les affaires de Beth a pris la majeure partie de la journée. Ma mère ayant récupéré les enfants à l'école et les ayant emmenés chez elle pour le dîner, j'ai enfin eu le temps de mettre la dernière partie de mon plan à exécution. J'ai ouvert une bière, me suis penché en arrière sur ma chaise et ai composé le numéro dessus. « Steve » a-t-elle répondu, semblant surprise. « Qu'est-ce qui se passe, Sue ? J'ai besoin de te parler seul ce soir si possible, ai-je dit. « Steve, nous sommes sur le point de nous asseoir pour dîner » a-t-elle répondu avec hésitation. « N'importe quand ce soir ira bien, ai-je insisté. J'ai juste besoin d'environ 1 heure de ton temps. » De quoi s'agit-il, a-t-elle demandé, son ton inquiet. Ce n'est pas quelque chose dont je veux discuter au téléphone, ai-je dit. Elle a soupiré. D'accord, je passerai vers 20 heures, ça ira? C'est parfait, je t'attendrai ici à 20 heures pile. À 20 heures exactement, Sue a sonné à la porte. Je l'ai fait entrer et l'ai conduite au salon. Bon, Steve, a-t-elle dit en s'asseyant sur le canapé. Qu'est-ce qui est si important que ça ne pouvait pas attendre? J'ai pris une profonde inspiration. Sue, Beth a été arrêtée pour possession de cocaïne samedi soir. Ses yeux se sont écarquillés sous le choc. Oh mon Dieu, Steve, elle est en prison. Ce n'est même pas la moitié du problème, ai-je dit en m'asseyant à côté d'elle. Dimanche, j'ai commencé à regarder nos cassettes de vidéosurveillance pour voir si je pouvais la surprendre en train de prendre de la drogue. Au lieu de cela, j'ai trouvé autre chose. J'ai pris la télécommande, appuyé sur lecture sur le DVD et attendu sa réaction. Sue a fixé l'écran, son visage figé d'incrédulité, puis lentement, son expression s'est transformée en colère et en trahison. « Oh mon Dieu » a-t-elle murmuré, sa voix tremblante. Je n'arrive pas à y croire. Karl est bête. J'ai hoché la tête en silence, la regardant serrer les poings tandis qu'elle fixait l'écran, voyant son mari avoir des relations sexuelles avec ma femme. J'ai arrêté la cassette 30 secondes plus tard. Je pouvais voir qu'elle était aussi choquée que moi. Ce sale type infidèle. Au moment où je pensais que tout allait revenir à la normale, cette bombe est tombée.
J'ai pensé que tu devais savoir, ai-je dit en éjectant la cassette et en la lui tendant. Je t'ai fait une copie. Après les 20 premières minutes, j'ai arrêté, je ne pouvais juste plus regarder, ai-je ajouté. Je divorce de Beth. J'ai rencontré un avocat cet après-midi. Je lui ai tendu sa carte. Il a dit qu'il te ferait une réduction de 20% si tu es intéressé. Mais Sue n'était pas concentrée sur moi, elle digérait tout. Sue n'est pas une femme imposante, mais à ce moment-là, je n'aurais pas voulu être son ennemi. Elle fulminait, jurant à voix basse. Quand elle a commencé à traiter Beth de tous les noms, j'ai simplement hoché la tête en signe d'accord. Tu as quelque chose à boire? Bière, vin, quelque chose de plus fort, a-t-elle demandé, sa voix tremblante. Le vin fera l'affaire, a-t-elle répondu à sa propre question, se versant un verre. Elle a pris une longue gorgée avant de claquer le verre et d'aller se resservir. Je savais que quelque chose se passait, a-t-elle dit amèrement, mais je n'arrivais pas à comprendre quoi. Maintenant je sais pourquoi il était de si bonne humeur quand tu l'as embauché pour peindre ses pièces. Sa voix s'est brisée alors qu'elle criait, renversant du vin sur le comptoir. Mon avocat m'a dit de te dire de ne pas le confronter pendant que tu es en colère, ai-je dit avec prudence. Il n'est pas sûr de la réaction de Karl. Il a suggéré d'appeler la police pour le faire enlever, juste pour être en sécurité. Ce salaud n'a pas les couilles de me frapper, a-t-elle rétorqué. Mais tu as probablement raison. Elle a fait une pause, fixant son verre. J'appellerai la police. Nous avons parlé pendant les 45 minutes suivantes. Je me sentais mal, non pas pour Karl, mais pour Sue et sa petite fille. Finalement, Sue a pris son téléphone, a appelé la police et a expliqué la situation. Ils ont dit qu'il enverrait quelqu'un dans environ 20 minutes. Je suis tellement désolé, Sue, lui ai-je dit sincèrement. Ne sois pas désolé, a-t-elle répondu fermement, ce n'est pas toi qui te cachais, c'était eux. Elle a jeté un coup d'œil à la carte de mon avocat. Dis-lui que j'accepte son offre. Je l'appellerai demain. Es-tu en état de conduire, ai-je demandé, remarquant les 2 verres de vin vides. Je vais bien, a-t-elle dit avec un sourire sombre, mais je connais quelqu'un qui ne le sera pas dans 10 minutes. Steve, je te tiendrai au courant. Je ne pouvais m'empêcher de plaindre Karl. Sue allait le démolir. Le lendemain matin, j'ai déposé les vêtements de Beth. Sa mère était à la prison pour la faire sortir sous caution. Tandis que je déchargeais 12 sacs poubelles de vêtements dans leur garage, sa mère a dit, Steve, j'ai regardé 2 minutes de la cassette, et tu avais raison. Je ne la reprendrai pas non plus. Bon sang, je ne la veux même pas ici, mais elle n'a nulle part où aller. Je l'ai remerciée et suis parti. 3 heures plus tard, Beth a commencé à appeler, à la fois sur le téléphone de la maison et sur mon portable. Appel après appel. J'ai écouté quelques messages vocaux, mais ils étaient tous identiques. Je suis désolé, sanglotait-elle. Karl m'a séduite, ce n'était pas moi, ce n'était pas ma faute. Elle suppliait pour le pardon. Cela n'allait pas arriver. Sue a mis Karl dehors et a obtenu une ordonnance restrictive. Il a été autorisé à récupérer ses vêtements et ses outils de travail, mais c'était tout. Pourtant, il a réussi à accéder au compte bancaire en premier et a pris 75% de leurs économies. Sue était livide. Nous avons rencontré notre avocat ensemble et avons signé les papiers. Il nous a assuré qu'il n'y aurait aucun problème à obtenir ce que nous demandions, pratiquement tout. Karl ne s'est pas battu. Il savait qu'il était foutu, alors il a tout cédé et a rendu la majeure partie de l'argent qu'il avait pris. Beth, en revanche, s'est battue avec acharnement. Elle voulait la garde et une pension, mais son avocat l'a finalement convaincue d'abandonner après de sérieuses pressions. J'ai accepté de lui accorder des droits de visite, mais pas de nuitée. 5 mois plus tard, tout était fini. Sue et moi avons tissé des liens à travers cette épreuve, mais cela n'a jamais dépassé l'amitié. Nous sommes devenus de bons amis et l'avons gardé ainsi. Je reçois encore des appels de mon ex-femme de temps en temps, mais je choisis de les ignorer. J'ai décidé de commencer une thérapie pour calmer mes nerfs et me concentrer sur la reconstruction de mon avenir. Si vous avez apprécié ceci, abonnez-vous à JK raconte une histoire, pour plus de récits.